Bonsoir, bonsoir. Nous sommes là encore pour une troisième fois parce que nous avons eu à développer, je pense, 2 leçons. Nous allons cette fois-ci parler de la Chine parce que comme je l'avais fait dans les vidéos précédentes, je pense que j'avais développé la leçon sur la Seconde Guerre mondiale. J'avais également développé la leçon sur la guerre froide. Mais il se trouve qu'il y a beaucoup d'élèves qui insistent à me demander surtout de leur expliquer la leçon sur la Chine. Alors, la Chine de 1945 aux années 1990. C'est la, je pense que, troisième leçon du programme de la terminale. Alors donc, pour comprendre cette leçon, et comme je l'ai dit ailleurs, parce que cette leçon je l'avais abordée quelque part, l'élève doit prendre en compte d'abord le titre. Pourquoi on dit la Chine de l'année 1945 aux années 1990. De 45 à 90. Et ce que l'élève devra chercher à comprendre d'abord, c'est quelle est la double signification historique de l'année 1945. Alors, il doit chercher à comprendre c'est quoi cette double signification historique. L'élève ne pourra pas trouver une autre réponse que c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est le début également de la guerre froide. Fin de l'année 1900, fin de la Seconde Guerre mondiale, avec la capitulation du Japon le 2 septembre 1945, mais aussi le début officiel, n'est-ce pas? Donc, bon, le début des rivalités américano-soviétiques, même si la guerre froide en tant que telle va débuter officiellement en 1947. Alors, et il y a une autre également nécessité que l'élève doit prendre en compte. C'est quoi? L'élève d'abord doit faire un petit rappel historique pour voir ce qui s'est passé avant 1945 et ce qui va se passer après 1945 en ce qui concerne la leçon sur la Chine. Alors, dans l'histoire de la Chine avant 1945 était entre les mains des nationalistes. Et ces nationalistes militaient dans un parti qu'on appelle le Kuomintang ou bien le Kuomintang. Ces 2 noms sont valables. Alors, et ces nationalistes étaient dirigés par Chiang Kai-shek. C'est lui qui avait dirigé les nationalistes. Alors, les nationalistes, comme ils ont appliqué le capitalisme, et le capitalisme, nous l'avons vu avec la crise de Cuba, une petite minorité qui va s'enrichir, l'immense majorité de la population se retrouve dans les difficultés, une forte paupérisation, la pauvreté. Alors, comme le pays a été mal gouverné, il y avait une mauvaise gestion du pouvoir. Cela va occasionner ce qu'on appelle des révoltes. Parce que ces nationalistes ont incarné la gabésie. Les nationalistes ont incarné la malgouvernance. Les nationalistes également ont incarné des détournements de deniers publics. Ils étaient caractérisés par un manque de sérieux total. C'est ce qui va pousser aux Chinois de se révolter. Et parmi eux, il y a le président Mao. Et il y a 2 appellations. Il y a l'appellation Mao Zedong, c'est Mao le Petit. Et Mao Zedong, c'est Mao le Grand. Ce sont les paysans chinois qui l'appelaient Mao Zedong. Et partout où Mao traversait, les combattants communistes n'hésitaient pas à venir gonfler le vent. Alors, Mao
va combattre Chiang Kai-shek pour donner un meilleur avenir à ses compatriotes. C'est pourquoi Mao, à partir de ce moment, Mao va créer ce qu'on appelle le PCC. Le PCC veut dire tout simplement le Parti communiste chinois, en 1921. Mao, en créant ce parti, Mao avait voulu rendre un énorme service, un immense service à ses compatriotes qui sont sous le souk, n'est-ce pas, donc, de la colonisation ou bien de la domination des nationalistes. Lorsque Mao créa le PCC, Mao d'ailleurs va être victime de la politique agressive de ses adversaires. C'est ce qui va pousser à Mao de s'exiler. C'est ça qu'on appelle la longue marche. Mao va quitter l'est de la Chine pour aller séjourner au sud dans les montagnes pendant de longs mois. Alors, lorsque Mao est revenu son exil, Mao va déclencher ce qu'on appelle la guerre civile. Une guerre civile qui va débuter principalement en 1927. Alors, 1927, nous avons noté une guerre civile totale, n'est-ce pas, donc en Chine. Les combattants communistes et les combattants nationalistes de Chiang Kai-shek. Les deux partis vont se battre. C'est jusqu'en 1937. Et l'élève devra également comprendre, parce que l'année 1937 marque un tournant décisif n'est-ce pas, donc dans cette leçon. C'est l'année durant laquelle le Japon, dans le cadre de son impérialisme, le Japon va annexer la Mandchourie. Le Japon va envahir la Chine. Parce que le Japon était, dans le cadre de la révolution industrielle, le Japon était un archipel, c'était normal. Et c'est dans ce contexte que le Japon est venu occuper la Chine, la Mandchourie. Les deux parties, les deux belligérants ont compris. Le pays vient d'être agressé par un ennemi supérieur. Il faut unir les forces pour combattre l'envahisseur, n'est-ce pas, donc japonais, et sauvegarder l'intérêt supérieur de la nation chinoise. C'est pourquoi, en ce moment, à partir de 1937, nous avons noté une union sacrée entre les deux parties. Alors, 1937 jusqu'à 1938, 39, jusqu'à 1945, le 2 septembre, parce que le Japon a reçu les deux bombes sur Nagasaki et Hiroshima à partir du 2 septembre 1945. Le Japon était faible, le Japon était à genoux, le moral des troupes est faible. Donc les troupes vont quitter le sol chinois parce que le Japon avait compris qu'il ne pouvait plus assurer sa domination dans les territoires asiatiques. C'est dans ce contexte que les Japonais se sont retirés. Et comme nous sommes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et les États-Unis voulaient augmenter l'audience capitaliste dans le monde, et l'URSS également avait voulu augmenter l'audience communiste dans le monde. On a divisé la Chine. Les États-Unis vont occuper le sud et le nord, n'est-ce pas, donc va être occupé par l'URSS. C'est-à-dire Mao a été soutenu par l'URSS et les États-Unis vont soutenir Chiang Kai-shek. Alors donc,